Les Essais de Michel de Montaigne. Livre 2, chapitre 9, sur les armes des Parthes. C'est une mauvaise façon de faire, et pleine de mollesse, de la noblesse de notre temps, que de ne prendre les armes défensives qu'au moment de la plus extrême nécessité, et de s'en décharger aussitôt qu'il y a tant soit peu d'apparence que le danger soit éloigné. De là, il résulte beaucoup de désordre. Chacun, en effet, criant et courant à ses armes au moment de l'attaque, les uns sont encore à lasser leurs cuirasses que leurs compagnons sont déjà mis en déroute. Nos pères donnaient leurs casques, leurs lances et leurs gantelets à porter et n'abandonnaient pas le reste de leur équipement tant que durait la corvée. Nos troupes sont à l'heure actuelle toutes perturbées et désorganisées par la confusion apportée par les bagages et les valets qui ne peuvent pas s'éloigner de leur maître à cause des armes qu'ils leur gardent. Tite-Live, parlant des hommes de notre pays, écrit « Tout à fait incapables de souffrir la fatigue, ils avaient peine à porter leurs armes sur leurs épaules. » Plusieurs nations vont encore et allaient dans l'Antiquité à la guerre sans se protéger, ou elles se protégeaient d'armes défensives inutiles. De l'écorce de liège protégeait leur tête. Virgile. Alexandre, le chef le plus audacieux qu'il n'eût jamais, se munissait très rarement d'armes défensives. Et ceux d'entre nous qui méprisent ces défenses ne compromettent guère pour cela les conditions de leur affaire. Si l'on voit des gens qui ont été tués faute d'armure, il n'y en a guère moins auxquels la gêne apportée par ces armes a fait perdre la partie, parce qu'ils étaient pris sous leur pesanteur ou qu'ils étaient blessés et brisés du fait d'un contre-coup ou autrement. Il semble en effet, à la vérité, avoir le poids des nôtres et leur épaisseur, que nous ne cherchions qu'à nous défendre, et nous en sommes plus surchargés que protégés. Nous avons assez à faire pour en supporter le fardeau, entravés et embarrassés, comme si nous n'avions pas à combattre que par le choc de nos armures, et comme si nous n'avions pas une obligation de les défendre semblable à celle qui nous ont pour nous. Tacite peint de façon amusante des gens de guerre de nos ancêtres gaulois, ainsi armés pour se préserver seulement, car ils n'avaient aucun moyen ni de blesser, ni d'être blessés, ni de se relever une fois abattus. Lucullus vit certains hommes d'armes mèdes qui faisaient front dans l'armée de Tigrane, pesamment armés et embarrassés dans leurs armures, comme dans une prison de fer. Cela lui donna l'idée de les mettre aisément en déroute, et c'est par eux qu'il commença son attaque et sa victoire. À présent que nos mousquetaires sont à la mode, je crois que l'on trouvera quelque invention consistant à nous emmurer pour nous en protéger et nous faire transporter à la guerre enfermés dans ces bastions, comme ceux que les anciens faisaient porter par leurs éléphants. Ce comportement est bien éloigné de celui de Scipion Émilien, qui blâma sévèrement ses soldats parce qu'ils avaient semé des chausses-trappes sous l'eau à l'endroit du fossé par où les gens d'une ville qui l'assiégeaient pouvaient faire des sorties contre lui. Il leur dit que ceux qui attaquaient devaient penser à entreprendre, non à craindre. Il craignait en effet avec raison que cette précaution n'endormît leur vigilance pour monter la garde. Il dit aussi à un jeune homme qui était fier de lui montrer son beau bouclier « Il est vraiment beau, mon fils, mais un soldat romain doit avoir plus de confiance en sa main droite qu'en sa main gauche. »
Je dirais maintenant qu'il n'y a que la coutume qui nous rende insupportable la charge de nos armes. Deux des guerriers que je chante ici avaient le haubert sur le dos et le aume sur la tête. Ni le jour ni la nuit, depuis qu'ils étaient entrés dans ce château, ils n'avaient jamais quitté, ils n'avaient jamais quitté cette armure qu'ils portaient aussi aisément que leurs habits, tant ils en avaient l'habitude. L'Arioste, Roland furieux. L'empereur Caracalla parcourait le pays à pied, armé de toutes pièces, en conduisant son armée. Les fantassins romains portaient non seulement le casque, l'épée et le bouclier, car pour ce qui est de l'armure, dit Cicéron, ils étaient si habitués à l'avoir sur le dos qu'elle ne les gênait pas plus que leurs membres, arma enim membra militis sedicunt, mais en même temps aussi ce qu'il leur fallait de vivre pour 15 jours et une certaine quantité de pieux pour faire leur rempart, une charge totale allant jusqu'à 60 livres. Et les soldats de Marius étaient entraînés à faire 5 lieues en 5 heures, et même 6 s'il y avait hâte. Leur formation militaire et leur discipline étaient beaucoup plus rudes que les nôtres. Aussi produisaient-elles des résultats bien différents des nôtres. Le fait suivant est remarquable à ce propos. Il fut reproché à un soldat lacédémonien d'avoir été vu sous l'abri d'une maison alors qu'il était dans une expédition de guerre. Ces soldats étaient si endurcis à la peine que c'était une honte d'être vus sous un autre toit que celui du ciel, quelque temps qu'il fit. Scipion Émilien, réformant son armée en Espagne, ordonna à ses soldats de ne manger que debout, et rien de cuit. Nous ne mènerions pas très loin nos gens à ce compte-là. Je dirais en outre qu'Amien Marcellin, homme bien instruit des guerres romaines, note avec soin la façon de s'armer des Parthes, et il le fait parce qu'elle était différente de celle des Romains. Ils avaient, dit-il, des armes défensives tissées en forme de petites plumes. Elles ne gênaient pas les mouvements du corps, et pourtant elles étaient si fortes que nos dards rebondissaient quand ils venaient à les heurter. Telles sont les écailles dont nos ancêtres avaient couramment pris l'habitude de se servir. Et il dit à un autre endroit, « Ils avaient des chevaux forts et vigoureux, couverts de gros cuir, eux-mêmes étaient armés, de pied en cap, de grosses lames de fer, rangées avec un tel art qu'aux places correspondant aux jointures des membres, elles ne s'opposaient pas au mouvement. On aurait dit que c'étaient des hommes de fer. Ils avaient en effet des casques si parfaitement placés et représentant si bien dans leur forme naturelle les parties du visage qu'il n'y avait pas moyen de les atteindre, si ce n'est par les petits trous qui correspondaient à leurs yeux, leur donnant un peu de lumière, et par des fentes qui étaient en face des narines, par où ils respiraient assez malaisément. Spectacle effroyable. Cette armure flexible est animée par les membres qu'elle couvre. On croirait voir bouger les statues de fer. Des guerriers respirer à travers un métal qui fait partie d'eux-mêmes. Les chevaux sont vêtus d'eux-mêmes. Leurs fronts bardés de fer sont menaçants et leurs flancs garnis, eux aussi de fer, se meuvent à l'abri des blessures. Claudien in Rufinum. Voilà une description qui ressemble fort à l'équipement d'un homme d'armes français avec ses pièces blindées. Plutarque dit que Démétrios fit faire pour lui et pour Alkinos, l'homme de guerre qui était le premier auprès de lui, pour chacun une armure complète qui pesait 120 livres, alors que les armures ordinaires n'en pesaient que 60.